Bonjour à tous. Au programme du jour, on va revenir sur 3i Atlas, le premier objet interstellaire qui est définitivement un objet très étrange. On parlera ensuite des déboires du SLS, du nouvel essai pour la fusée lunaire chinoise, des plans de plus en plus dingues de Blue Origin et d'une Europe qui pourrait être tentée de voler vers la Lune de ses propres ailes. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Un objet venu d'un autre système, c'est déjà fascinant. Quand les astronomes ont découvert 3i Atlas l'année dernière, l'excitation était à son comble. On avait sous nos yeux un bloc de glace et de roches qui s'était formé en dehors du système solaire et qui venait nous visiter. C'est presque comme si par procuration, c'est nous qui avions fait un voyage interstellaire. Pour ne rien arranger à l'affaire, notre visiteur venu des étoiles s'est vite montré très étonnant. Sa trajectoire, sa vitesse, sa composition, sa vitesse de dégazement, tout a très vite pointé vers une origine et une histoire extraordinaires. Un objet potentiellement très vieux, plus vieux que le système solaire, qui pourrait avoir voyagé depuis le disque épars de la Voie lactée, une région encore spéculative de notre galaxie. « 3i Atlas se comporte en apparence comme une comète. À mesure qu'il s'est approché du Soleil, il est devenu de plus en plus brillant. En se réchauffant, ses glaces se sont mises à se sublimer, libérant des jets de gaz et de poussière. Mais très vite, les instruments ont révélé quelque chose d'inhabituel. Sa composition chimique ne ressemblait pas à celle des comètes du système solaire. Un ratio dioxyde de carbone sur eau exceptionnellement élevé et surtout la présence de nickel sous forme gazeuse, un signal extrêmement rare. Tout indique que 3i Atlas ne s'est pas formé près d'une étoile comme la nôtre, mais dans des régions bien plus froides et lointaines, façonnées par une histoire radicalement différente. Vous l'aurez peut-être remarqué, ces derniers mois, 3i Atlas s'est fait plus discret dans l'actualité. La raison est simple, en octobre 2025, il est passé de l'autre côté du Soleil, devenant très difficile à observer depuis la Terre. Ce n'est que récemment que les observations ont pu reprendre pleinement. Et encore une fois, 3i Atlas a surpris tout le monde. Car normalement, une comète devient plus brillante en s'approchant du Soleil, puis s'éteint progressivement lorsqu'elle s'en éloigne. C'est le schéma habituel. Mais avec 3i Atlas, ce schéma a été brisé. Alors que l'objet s'éloignait du Soleil, l'observatoire spatial SPHERIX de la NASA a observé un phénomène inattendu. 3i Atlas est devenu brutalement beaucoup plus lumineux. Moins de lumière, donc moins de chaleur, mais plus de dégazement. Comment expliquer ça ? Cela semble être dû à la manière dont la chaleur du Soleil a pénétré le manteau de gaz et de poussière qui enveloppe 3i Atlas, puis les couches externes de son noyau. La chaleur a fini par atteindre des couches de glace fraîches, préservées, qui ont alors été libérées et sublimées alors que le Soleil s'éloignait déjà. Un comportement surprenant, surtout pour un objet interstellaire observé pour la toute première fois. Ce dégazage extrême présente une opportunité unique de réobserver la composition chimique de la comète interstellaire, y compris dans les couches plus profondes de son noyau. Et là se trouve une autre surprise. La comète dégaze beaucoup plus d'eau et en conséquence, ses ratios monoxyde et dioxyde de carbone sur eau ne sont plus si élevés. Elle ressemble donc moins à un objet bizarre et plus à une comète un peu plus normale. Cela tendrait à montrer qu'on n'observe plus le dégazement d'une couche externe étrange, une croûte altérée par les radiations cosmiques. On voit maintenant la sublimation des couches internes, des glaces profondes qui ont été moins transformées. Cette observation a également été l'occasion de détecter du méthane, du cyanure et du méthanol, des composés organiques qui font partie de la soupe initiale des systèmes planétaires. Il reste encore bien des mystères autour de 3i Atlas. Son dégazage de nickel à grande distance du Soleil et sans fer associé pointe vers des mécanismes qui sont mal connus. Après SPHERIX, c'est le télescope spatial TESS qui va tenter d'apporter un dernier lot d'informations. L'observatoire spécialisé dans la détection d'exoplanètes a été réquisitionné pour traquer 3i Atlas sur une période longue. Des chercheurs ont ainsi pu compiler une vidéo de 28 heures de suivi de la comète interstellaire.
Ils espèrent pouvoir exploiter ces données pour mettre en évidence une période de rotation. Peut-être de petites variations de luminosité périodique qui pourraient trahir le passage répété d'un jet de sublimation. TESS est taillé sur mesure pour trouver de toutes petites variations de luminosité. L'observatoire parviendra donc peut-être à nous en apprendre un peu plus. Mais déjà se dessine le moment de dire adieu à notre troisième visiteur interstellaire. Il repart vers les confins du système solaire et ne sera plus observable dans quelques semaines. Avec tout ce qu'il nous aura appris, on pourra cependant mieux se préparer pour le prochain, qui sera, on l'espère, détecté avant quelques années. Sur Terre, on démarre une semaine d'actualité spatiale ultra chargée. Sans exagération, en 9 ans à tenir cette chaîne, j'ai rarement vu un planning aussi intense. Côté européen, on va avoir le décollage de Sophie Adno pour l'ISS mercredi, puis le premier vol d'Ariane 6 dans sa version à 4 boosters jeudi. On a dédié une vidéo à la mission de Sophie la semaine dernière que vous pouvez visionner pour plus d'informations. On va essayer de couvrir ces deux événements en live si nos calendriers le permettent. Je ne préfère ne pas trop m'avancer, on est aussi sur une semaine ultra chargée sur le plan perso. À ça, on aurait normalement pu ajouter la mission Artemis 2 vers la Lune, qui avait quelques fenêtres de tir début février. Seulement, lors du Wet Dress Rehearsal mené la semaine dernière, des fuites ont été observées au niveau d'un ombilical qui apportait l'hydrogène liquide à la fusée. La NASA a interrompu sa répétition générale et a en conséquence repoussé la date du décollage de la fusée, maintenant fixée au 3 mars au plus tôt. Il faudra en effet mener un nouveau Wet Dress Rehearsal entre-temps. Ce qui est un peu étonnant, c'est que le même problème avait déjà été observé avec Artemis 1. Enfin, en se penchant un peu sur l'histoire spatiale américaine, on remarque vite que c'est en fait un vieux démon. La fusée SLS est en grande partie dérivée de la navette spatiale. Elle en a gardé ses boosters latéraux, ses moteurs RS-25 et son énorme réservoir orange, justement rempli en grande partie d'hydrogène. À l'époque de la navette, les lancements étaient reportés en moyenne une fois par mission, et le record s'est même établi à 5 reports. Et la cause de ces reports était très souvent une fuite d'hydrogène. Pas de surprise donc si le descendant de la navette est affecté des mêmes maladies. La NASA souffre peut-être ici également du rythme très lent des vols de la fusée. Le premier et dernier lancement pour Artemis 1, c'était il y a plus de 3 ans. Entre-temps, je suis sûr que certaines personnes ont quitté leur poste, d'autres sont arrivées, et des connaissances informelles sont passées à la trappe. C'est difficile de mettre en place des procédures standardisées quand les vols sont séparés de plusieurs années. S'il faut donc patienter pour Artemis 2, on va pouvoir dès cette semaine tourner notre regard vers la Chine qui fait également avancer son programme lunaire. Pékin développe sa propre fusée lunaire, la Longue Marche 10, et son équivalent du vaisseau Orion, Mengzhou. Et ce mercredi, ils vont faire en tandem un essai qui devrait être assez impressionnant. Le vaisseau est actuellement directement installé en haut d'un premier étage de la fusée sur l'ensemble de lancement 301, situé sur l'île de Hainan, dans le sud du pays. C'est de là que doivent décoller les missions lunaires habitées du pays dans les années qui viennent. Mercredi, ils mèneront donc ensemble un essai d'interruption de vol, le booster décollera et au bout de quelques secondes, un problème sera simulé et le vaisseau devra s'en arracher. Une procédure essentielle pour assurer la sécurité des équipages sur le pas de tir et dans la première partie d'un vol habité. Vous aurez peut-être remarqué que le booster de la Longue Marche 10 est équipé de grid fins. Et en effet, ce test pourrait également servir pour une tentative de récupération à la manière d'une Falcon 9. À cet effet, une barge très spéciale a été déployée en mer dans la zone de récupération. On pourrait imaginer qu'on a affaire à un bateau de prospection pétrolière, mais pas du tout. Ce navire juste livré est destiné à attraper des boosters de fusée. En haut de son armature se trouve un système de filets métalliques qui peuvent stopper un booster en train de descendre. C'est astucieux car cela enlève le besoin d'avoir des pieds pour ces fusées. Moins de masse morte et donc plus de performance. En revanche, cela n'a jamais été testé. On verra donc si c'est une idée qui marche. En Chine toujours, le vaisseau expérimental réutilisable vient de décoller pour sa 4e mission. Cette appellation, un peu trop descriptive, correspond à une traduction littérale de son nom chinois. Si je vous dis qu'il s'agit de l'équivalent de la X-37B américaine, ça devrait vous parler un peu plus. La petite navette automatique avait déjà mené 2 missions de 9 mois dans l'espace. Elle vient donc de redécoller le 7 février et restera probablement autant de temps en orbite, voire un peu plus. On ne sait pas grand-chose sur sa mission. Celle-ci comporte probablement des aspects militaires. Les petites navettes de ce type sont plébiscitées par les puissances et peut-être que la France se dotera de l'une d'entre elles avec le Vortex de Dassault. On a également fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse.
Allez, on retourne aux États-Unis pour nous pencher sur un acteur qui fait définitivement beaucoup parler de lui ces derniers mois, Blue Origin. Avec le succès du premier vol de la New Glenn, puis sa première récupération, l'entreprise est enfin rentrée dans la cour des grands. La cour des très grands même, puisque rappelons que la New Glenn est une fusée immense. Une première mission vers la Lune est prévue pour cette année, et Blue Origin travaille déjà sur une fusée plus puissante, la New Glenn 9x4, qui passera de 7 à 9 moteurs au premier étage et de 2 à 4 au second. Si vous suivez jusqu'ici, il faut qu'on évoque encore 2 projets supplémentaires qui ont émergé ces derniers jours. Il s'agit là aussi d'évolutions plutôt que d'architecture complètement nouvelle. Le premier, c'est un vaisseau Blue Moon habitable qui serait modifié pour ne pas avoir besoin de ravitaillement orbital. Blue Origin pourrait ainsi proposer un vaisseau lunaire beaucoup moins spéculatif, et donc peut-être disponible plus rapidement. Dans une logique de course à la Lune, ce sont des perspectives qui comptent. On avait déjà évoqué des rumeurs de Blue Moon Mark 1.5 sur la chaîne. Ces dernières semblent donc se confirmer. On reste donc au stade de spéculation pour le moment, mais les signaux se multiplient depuis quelques semaines. Blue Origin a d'ailleurs annoncé qu'ils allaient interrompre les vols de New Shepard, les petits sauts balistiques pour touristes, pour se concentrer pleinement sur la Lune. Cela vient en écho à SpaceX qui a également annoncé mettre pour le moment Mars de côté pour se focaliser entièrement sur Artemis. Les 2 entreprises doivent pouvoir convaincre la NASA qu'elles peuvent poser des humains sur notre satellite, si possible avant que la Chine le fasse. Le deuxième développement de Blue Origin qui va nous intéresser est devenu public par le biais d'une offre d'emploi. Celle-ci, déjà disparue du site de l'entreprise, recherche un directeur de programme pour le 2e étage de la New Glenn. La description du job évoque notamment le développement incrémental d'une solution entièrement réutilisable. On sait que Blue Origin avait pendant un temps un plan de cet acabit dans ses tiroirs. Il se nommait Projet Jarvis et ressemblait beaucoup à la solution que développe actuellement Stockspace. Il a été plus ou moins abandonné mais semble donc revenir sur la table. Blue Origin ne semble pas encore avoir tranché en faveur ou contre un second étage réutilisable. S'ils choisissent néanmoins cette voie, ce pourrait être un concurrent très sérieux au Starship, surtout couplé à la version plus puissante de la fusée, la 9x4. Bref, avant ça, il faut réussir le 3e lancement de la New Glenn, le premier à utiliser un étage récupéré. Cela devrait avoir lieu dans les jours ou les semaines qui viennent. L'effort lunaire mondial se retrouve également en Europe. Le continent est fortement engagé aux côtés des Américains dans le programme Artemis. Les tensions géopolitiques pourraient affecter son avenir, mais la boussole reste tournée vers la Lune. À cette fin, l'entreprise allemande OHB vient d'annoncer une nouvelle filiale avec un nom qui en dit long. European Moonport Company. Il s'agit de regrouper tous les efforts lunaires de l'entreprise sous une même bannière. Et dans son communiqué, OHB utilise même un langage qui en dit long. Le but de l'entreprise est de contribuer à une présence européenne sur la Lune indépendante. Je souligne ce dernier mot, indépendante. Il y a en effet un scénario où Européens et Américains divorcent dans Artemis. Les tensions entre les 2 continents ont été fortes ces dernières semaines. L'Europe pourrait alors tenter de mener par elle-même un programme lunaire permanent, habité ou non. Vous allez me dire, c'est très ambitieux, trop peut-être, mais c'est peut-être un projet idéal pour que le continent se souvienne qu'il est puissant, qu'il peut prétendre au même leadership technologique et humain que les États-Unis et la Chine. Un choc culturel de rapport au monde qui pourrait ensuite se répandre dans toutes les industries, c'est en tout cas mon interprétation optimiste. Allez, avant de nous quitter, il y a un petit défi personnel qui vous est lancé par les équipes d'Hyperspace à Bordeaux. Pour célébrer leur premier lancement suborbital qui aura lieu cette année, ils vous proposent une petite chasse au trésor. Ça se passe sur leur site et le gagnant pourra visiter leur atelier, signer la fusée et même mettre un petit objet sous la coiffe. Je trouve que la récompense est trop cool donc j'ai décidé de le partager. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse et bonne chance à tous. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.